Bonsoir à tous, je suis ravie de vous souhaiter la bienvenue à notre 4e forum annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie. Je suis Dr Mona Daguerre, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. Ce soir, nous vous invitons à réfléchir avec nous à l'avenir de la SCO et de l'ophtalmologie au Canada en général. Nous vous présenterons également des mises à jour clés concernant la résidence en ophtalmo au Canada, les avancées en intelligence artificielle, le programme de mentorat axé sur l'équité de la SCO, nos priorités de représentation pour 2026 et bien sûr notre congrès annuel et exposition. Pendant que tout le monde se joigne à nous, je vais vous présenter brièvement quelques initiatives de la SCO que vous connaissez peut-être déjà. Avez-vous eu l'occasion d'écouter le balado ICANN? Dans sa 6e saison, le Dr Hadi Saeb et ses invités abordent une grande variété de sujets allant de l'ergonomie des chirurgiens au mentorat axé sur l'équité. Next slide, please. On y retrouve aussi des histoires inspirantes, notamment celle d'une paralympienne engagée, ainsi que des discussions sur la science derrière l'implant PreserveFlow microshunt et bien d'autres épisodes tout aussi captivants. Prochaine diapo. Si vous n'avez pas consulté récemment le site web, voir les possibilités, c'est vraiment un bon moment pour le faire. On y trouve maintenant du nouveau contenu destiné aux patients sur les maladies oculaires et les traitements offerts, des avis d'experts d'ophtalmologistes canadiens, des jeux questionnaires interactifs, ainsi qu'un guide simple sur les professionnels des soins en oculovisuel. C'est une ressource précieuse tant pour le grand public que pour les patients qui souhaitent mieux comprendre la santé oculaire. Prochaine diapo. Dans la même veine, voici d'autres excellentes ressources, cette fois-ci pour vous les ophtalmologistes. Si vous ne l'avez pas encore exploré, le CRP est notre portail en ligne qui donne accès à des outils cliniques, des énoncés de position et de nombreuses possibilités de DPC. Vous pouvez facilement y faire des recherches par surspécialité, par type d'apprentissage, que ce soit section 1, 2 ou 3, ou encore à l'aide d'un calendrier convivial. Que vous cherchiez une ressource précise ou vous souhaitez simplement parcourir le contenu, le CRP est véritablement votre guichet unique. Prochaine diapo. Un mot sur le symposium Sully-Letson. C'est un événement de 2 jours et demi à Ottawa, reconnu pour ses discussions approfondies. En 2026, le symposium sera consacré au glaucome et réunira des experts de premier plan en ophtalmologie, en neurosciences, en intelligence artificielle et en santé numérique autour de nouvelles approches diagnostiques et thérapeutiques. Prochaine diapo. Alors, si vous venez tout juste de vous joindre à nous, vous êtes au bon endroit. Bienvenue au Forum de la Société canadienne d'ophtalmologie. Nous commencerons sous peu. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à notre 4e forum annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie. Je suis Dr Mona Daguerre, présidente de la Société canadienne d'ophtalmologie. Ce soir, nous vous invitons à réfléchir avec nous à l'avenir de la SCO et de l'ophtalmologie au Canada. Nous vous présenterons également des mises à jour clés concernant la résidence en ophtalmo au Canada, les avancées en intelligence artificielle, le programme de mentorat axé sur l'équité de la SCO, nos priorités de représentation pour 2026, ainsi que notre progrès annuel et exposition. Prochaine diapo. Nous reconnaissons que nous réunissons aujourd'hui sur les territoires traditionnels, ancestraux et non cédés des peuples autochtones de ce qui est aujourd'hui le Canada. Ces terres sont le foyer de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis, chacun avec sa propre histoire, sa culture et son lien unique avec le territoire. Bien que nous nous rassemblions virtuellement depuis différents endroits, nous honorons la présence et les contributions durables des peuples autochtones et leur rôle de gardiens passés, présents et futurs de ces terres.
Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Ce webinaire est une activité agréée d'apprentissage collectif dans le cadre du programme du maintien de certificat du Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada et il est approuvé et agréé par la Société canadienne d'ophtalmologie. Cela signifie que vous pouvez obtenir des crédits de la section 1 pour les 75 minutes que vous allez passer avec nous. Demain, la Société canadienne d'ophtalmologie va vous envoyer un courriel avec un lien vers l'évaluation. Une fois que vous l'aurez complété, vous pouvez télécharger votre certificat de participation. Prochaine étape encore. Nos objectifs d'apprentissage ce soir sont les suivants. Intégrer des points de vue multidisciplinaires pour faire progresser l'excellence des soins en ophtalmologie. Évaluer l'impact des tendances et des technologies émergentes sur l'avenir de notre spécialité. Et de promouvoir une culture d'équité, d'inclusion et d'apprentissage continu en ophtalmologie. Prochaine diapo. Avant de commencer, quelques détails sur le déroulement du webinaire. Ce soir, vous entendrez 5 conférenciers, chacun suivi d'une période de questions et de réponses. Pendant que vous écoutez, n'hésitez pas à publier vos questions dans l'onglet « Questions et réponses » au bas de votre écran Zoom. Je ferai de mon mieux pour transmettre au maximum les questions à nos conférenciers dans le temps que nous avons. À la fin de la soirée, nous espérons disposer de quelques minutes supplémentaires pour revenir à toutes questions restantes. S'il vous plaît, notez que le Dr Antaki et le Dr Wynne, nos 2 premiers conférenciers, devront partir après leur intervention. Ils ont d'autres conférences ce soir aussi. Alors, s'il vous plaît, posez vos questions pendant leur présentation. Next slide. Durant le forum, nous allons avoir quelques questions de sondage et nous aimerons vraiment avoir votre avis. Donc, on va commencer avec un sondage d'exercice. Quelles compétences aimeriez-vous acquérir ou maîtriser? Apprendre une nouvelle langue, jouer un instrument de musique, cuisiner des repas gastronomiques, maîtriser un sport ou améliorer vos compétences artistiques ou photographiques. On va prendre quelques minutes, quelques instants en fait, pour répondre et je vais partager avec vous les réponses. Les réponses, s'il vous plaît. Parfait. Donc, maîtriser une nouvelle langue, ça c'est génial. Moi, j'aurais dit toutes les questions, toutes les réponses. D'accord. Merci. On passe au suivant. Alors, ce soir, notre but vraiment, c'est de vous donner un aperçu de la Société canadienne d'ophtalmologie et de son rôle au Canada. La Société canadienne d'ophtalmologie est l'autorité nationale en soins oculaires et visuels, avec plus de 1200 membres, incluant les ophtalmologistes, les fellows et les résidents. Nous veillons à ce que les Canadiens bénéficient des meilleurs soins médicaux et chirurgicaux possibles, tout en soutenant nos membres, en encourageant l'excellence en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, les sociétés nationales et internationales et d'autres professionnels de la santé pour plaider en faveur de politiques de santé oculaire. Comme pour le projet de loi C-284, qui était une stratégie nationale sur les soins oculaires qu'on a travaillé en 2024 et que nous continuons à élaborer avec les années. Nous travaillons aussi étroitement avec Santé Canada pour gérer les pénuries de médicaments ophtalmiques et nous informons nos membres sur leur disponibilité. Enfin, en tant que prestataire agréé de développement professionnel continu, la Société canadienne d'ophtalmologie s'assure que nos membres restent à la fine pointe de leur pratique. Prochaine diapo. Donc, nous sommes ravis de réunir tous les ophtalmologistes à travers le Canada, à Montréal, au mois de juin, le 18 et le 21, pour notre congrès annuel de la SCO. Le congrès mettra en vedette un corps professionnel canadien et international de haut calibre, présentant des dernières avancées en ophtalmologie. Et nous allons aborder le sujet un peu plus tard avec une présentation. Donc, sans plus tarder, on peut arrêter le partage.
J'aimerais lancer la soirée en accueillant notre premier conférencier, le Dr. Ferris Antaki. Le Dr. Antaki a obtenu son diplôme en médecine de l'Université de McGill en 2018. Pendant sa résidence en ophtalmologie à l'Université de Montréal, il a été résident en chef, a remporté de nombreux prix de recherche et d'enseignement et a terminé premier de promotion, toutes spécialités confondues, en 2023. Il a ensuite fait un fellowship de recherche sur l'intelligence artificielle en médecine au Moorfields Eye Hospital et au UCL Institute of Ophthalmology à Londres. Aujourd'hui, il fait un fellowship en chirurgie vitro-rétinienne au Cleveland Clinic Cole Eye Institute et il a récemment reçu le prestigieux prix Ron J. Michaels Fellowship Foundation, l'une des plus hautes distinctions pour les fellows en chirurgie vitro-rétinienne aux États-Unis. Ses travaux portent sur l'application de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes en ophtalmologie. Il a déjà publié plus de 75 articles évalués par des comités de pairs dans notre domaine. Sa présentation s'intitule « Intelligence artificielle, des avancées majeures pour l'ophtalmologie ». Dr. Antaki, la parole est à vous. Excellent. Merci beaucoup, Dr. Daguerre, pour l'introduction. Est-ce que vous voyez bien ma conférence? Excellent. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle et plus précisément des chatbots ou des agents conversationnels en ophtalmologie. Et la question qui se pose, serons-nous bientôt remplacés? Voici ma déclaration de conflit d'intérêts sans lien avec le contenu de cette présentation. Alors, commençons avec une question de sondage. Donc, j'appelle tout le monde à participer. Selon vous, les ophtalmologistes seront-ils remplacés par l'intelligence artificielle? Je vous donne 3 options de réponse. Oui, en grande partie, partiellement dans certains aspects, et puis non, l'IA n'a aucun rôle. Donc, je vous invite à répondre. On va attendre quelques instants. Et on peut fermer le vote. Excellent. Donc, la majorité d'entre vous pense que partiellement, l'IA pourra remplacer les ophtalmologues dans certains aspects. Et je suis d'accord avec vous, mais j'ajoute qu'en général, je pense que les ophtalmos resteront fidèles à leur mission et on va en parler tantôt. Alors, l'intelligence artificielle en ophtalmologie est un vaste domaine. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les agents conversationnels ou les chatbots. Mais traditionnellement, quand on parle d'intelligence artificielle en ophtalmo, on fait référence à un domaine qui s'appelle le computer vision, où on utilise des algorithmes pour analyser des images, pour par exemple diagnostiquer une rétinopathie diabétique dans une image de fond d'œil ou un OCT. Mais comme j'ai dit, on va se concentrer aujourd'hui sur les agents de conversation, les chatbots, des agents qui peuvent être utiles, par exemple, pour le triage. Alors, qu'est-ce qu'un chatbot? Un chatbot, c'est un programme qui simule une conversation humaine. Et donc, les chatbots ont énormément évolué depuis des décennies. Certains d'entre vous peuvent se rappeler, il y a 20 ou 30 ans, on pouvait parler avec des robots en ligne, mais les robots donnaient des réponses très standardisées, prédéfinies en fait. Mais aujourd'hui, quand on parle de chatbot, on parle de chatbot basés sur l'intelligence artificielle, comme Gemini, Claude et ChatGPT. Les chatbots basés sur l'intelligence artificielle sont fondamentalement ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Les grands modèles de langage, c'est des modèles d'IA novateurs qui sont conçus pour comprendre et générer du langage humain. Alors, ce qui rend ces chatbots basés sur l'IA, ce qui les rend fascinants, c'est leur capacité à tenir des conversations, la capacité à comprendre des requêtes complexes, générer du contenu créatif et adapter leur ton et leur style à l'usager qui les utilise. Alors, pour comprendre ce que ces chatbots sont capables de faire et leurs limitations, il faut revenir en arrière et voir comment ces chatbots sont construits. Alors, les LLM ou les chatbots sont entraînés par un système qui s'appelle l'autosupervision. Prenons cette phrase qui est inspirée d'Héraclite, un philosophe grec.
j'utilise la phrase en anglais, The only constant in life is change. Cette phrase est découpée en plusieurs mots. Un mot est choisi et il est masqué. Et après ça, on entraîne un modèle à prédire le mot change. Euh, L'épreuve est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que le modèle puisse prédire le mot change. Imaginez-vous, cette phrase fait partie des milliards et des milliards de phrases que les humains ont écrites. Et donc, ce processus-là est répété des milliards de fois. Des milliards de fois en utilisant tous les livres que l'humanité a écrits, tout ce qu'on a écrit sur Internet, toutes les encyclopédies qui existent. Et donc, à la fin d'un entraînement sur toutes les phrases de l'humanité, les LLM ont une représentation de l'ensemble des écrits de l'humanité, ont une certaine compréhension de notre monde. Mais avant de donner accès à ces agents conversationnels, il faut faire attention parce que nos écrits collectifs peuvent être remplis de désinformation et d'erreurs. Et donc, ces grandes compagnies comme OpenAI, comme Google, comme Anthropic, vont aligner les LLM à nos valeurs. Nos valeurs, en général, on peut s'entendre qu'on veut un agent conversationnel qui soit utile, qui soit honnête et qui soit inoffensif. Alors, comment rendre un LLM utile, honnête et inoffensif? La percée majeure a été avec cette technologie qui s'appelle le Reinforcement Learning from Human Feedback. Et donc, euh, un modèle développé qui a été déjà entraîné et testé avec des phrases, avec des questions, avec des prompts. C'est une façon de tester les modèles. Et ces modèles-là vont générer un output ou une réponse. Ces réponses vont être évaluées par des employés de ces grandes compagnies, souvent des milliers d'employés. Et ils vont les évaluer et dire oui, c'est une bonne réponse, non, ce n'est pas une bonne réponse. Et après ça, le LLM est modifié pour devenir utile, honnête et inoffensif. Alors, de quoi sont capables les chatbots en LLM? Je suis sûr que vous avez tous déjà utilisé un LLM, pas juste ChatGPT, mais aujourd'hui, si vous écrivez, vous faites une recherche sur le moteur de recherche Google, la première réponse qui va apparaître, c'est une réponse générée par un chatbot. Et donc, ces modèles sont très capables de faire beaucoup de choses et je me suis intéressé depuis 2023 à tester leurs capacités. Et depuis 2023, notre équipe de recherche a montré que les LLM ont des capacités impressionnantes en ophtalmologie. Alors, je vous donne un exemple. Chaque année, les résidents en ophtalmologie vont écrire un examen qui s'appelle le OCAP, qui est un examen de compétences administré par le American Academy of Ophthalmology. Et donc, on a pris un examen similaire, donc une question, 4 choix de réponse, une bonne réponse, et on a testé différents modèles à savoir s'ils ont des connaissances en ophtalmologie. En 2023, ChatGPT 3.5 avait 55,8% de réponses correctes. Cette même année, donc beaucoup d'avancées en améliorant le modèle, la performance était de 75,8. Et tout récemment, quand on a testé GPT-5, la performance était presque parfaite. Alors, c'est sûr que les conditions de test ou d'examen ne reflètent pas exactement la réalité pratique ou clinique de l'ophtalmologie, mais on peut au moins avoir une idée et dire que ces modèles ont potentiellement des compétences en ophtalmo, comprennent peut-être l'ophtalmologie. Alors, comment vous allez pouvoir les utiliser en clinique? Donc, en général, je pense que ces chatbots peuvent améliorer la pratique de l'ophtalmologie, soit en améliorant le flux de travail ou en nous aidant, donc, nous assister cliniquement à devenir de meilleurs médecins. Un exemple de l'amélioration du flux de travail. Donc, imaginez-vous un chatbot qui écoute votre conversation avec le patient, qui écoute peut-être la description de votre examen. Et donc, ce modèle multimodal, donc capable d'écouter et de comprendre et d'écrire, va aller écrire une note dans le dossier et donner un résumé simplifié au patient. Il y a déjà beaucoup de compagnies au Québec et ailleurs qui travaillent sur ce type d'application-là. Pensez aussi à un agent de triage qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va accepter une image d'un patient qui dit « J'ai eu une injection il y a 3 jours, mon œil est rouge et douloureux ».
Et l'agent conversationnel va poser une question pertinente. Votre vision a-t-elle changé? La patiente dit oui, je suis très anxieuse. Et ici, le chatbot reconnaît le risque d'endophtalmie post-injection et demande au patient de venir tout de suite à l'urgence. Alors, j'en ai déjà parlé des potentielles applications de ces chatbots dans la pratique en ophtalmologie. J'en ai parlé il y a quelques secondes. Vous avez souvent entendu des gens parler de ça, des publications, parler du potentiel de ces modèles-là. Mais comment pouvez-vous aujourd'hui en tirer profit? Parce que aujourd'hui, ces outils-là sont disponibles, mais comment vraiment les utiliser? Alors, j'aime penser que la révolution de ChatGPT est très semblable à la révolution de l'ordinateur personnel. Donc, il y a quelques décennies, quand les gens commençaient à acheter des Mac et des PC et avaient des Mac et des PC dans leur salon, les gens commençaient à trouver des problèmes et des solutions à ces problèmes, des problèmes auxquels les ingénieurs de Microsoft et de Apple n'avaient jamais pensé, parce que les usagers sont des experts dans leur domaine et sont capables d'imaginer des scénarios où ces ordinateurs ou ChatGPT et ces chatbots peuvent être utiles. Mais en réalité, encore une fois, comment vous, aujourd'hui, vous pouvez utiliser ces chatbots? Alors, les chatbots permettent ce qu'on appelle le vibe coding. Rappelez-vous de ce terme. Le vibe coding, c'est une approche novatrice de développement logiciel qui utilise le langage parlé. Et donc, vous pouvez utiliser le français ou l'anglais pour créer des applications logicielles. Et donc, un ophtalmologiste sans expertise en codage, qui parle anglais, français, arabe, espagnol, parle avec un agent, un chatbot basé sur l'IA. Ce chatbot comprend ce que l'ophtalmologiste demande et puis construit, donc programme, écrit du code pour utiliser un logiciel. Je vous donne un exemple. Je veux créer ou simplifier les références pour mon cabinet de rétine. Je parle au modèle en anglais ou en français. J'aime utiliser l'anglais parce que ces modèles sont meilleurs en anglais. Donc, je demande de créer une application électronique qui améliore les références à ma pratique. L'application doit permettre aux optométristes, aux ophtalmos, aux médecins de famille d'envoyer des références et je spécifie que j'aimerais avoir les données démographiques du patient, l'acuité visuelle et les données d'examen qui sont pertinentes et peut-être un diagnostic suspect. Je ne donne pas beaucoup plus que ça, mais en quelques minutes, et croyez-moi, donc cet agent IA est capable de me créer une application électronique qui accepte les données du patient. Le modèle comprend qu'il s'agit d'un portail de référencement et donc pour les patients et donc met un onglet pour demander le type d'assurance et le numéro d'assurance. Et après ça, dans un autre onglet, demande les données cliniques. Rappelez-vous, j'ai juste dit Visual Acuity, mais ce modèle reconnaît que l'acuité visuelle se note, par exemple, 20 sur 20, et demande la tension intraoculaire, même si je ne l'avais pas spécifié, avec les autres cases que j'avais demandées. Et donc, c'est disponible en quelques minutes. Après ça, on fait un travail d'itération, donc on discute avec l'agent, encore une fois en langage parlé, naturel. Donc ici, je demande d'ajouter une capacité aux gens qui me réfèrent de téléverser des OCT ou des PDF. Et en quelques minutes, l'agent ajoute cette capacité-là de upload ou téléverser des images de fond d'œil ou un OCT. Et donc, on fait ce travail d'itération, cette boucle d'itération beaucoup, beaucoup de fois. Une fois qu'on est content, on peut déployer, donc mettre ce site web ou cette application en ligne pour commencer à accepter les références. Ici, je vous montre l'autre côté, le revers de la médaille pour vous montrer, par exemple, ce que moi, je peux voir. J'ai reçu des références, disons 2 patients, et donc, si je les ai triés ou non, quel est le diagnostic suspecté? Tout ça en quelques minutes. Et donc, allons-nous bientôt être remplacés? Comme vous avez dit tantôt, non, je ne pense pas que les chatbots vont nous remplacer, mais je pense fortement que les ophtalmologues qui s'en servent prendront de l'avance sur les autres. Et donc, arrêtez d'attendre, commencez à construire.
vous êtes les experts, vos connaissances médicales font de vous l'expert. Donc, ne craignez pas et commencez à construire des outils qui améliorent votre pratique et améliorent l'expérience de vos patients. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Antaki. Excellente présentation. L'avenir est prometteur. On a trois questions maintenant pour vous. Qu'est-ce qui vous passionne le plus avec les chatbots? Alors, comme j'ai montré tantôt, ces chatbots ne cessent constamment d'évoluer. En quelques mois, nous avons passé de performances qui étaient de 50% dans des tests d'examen à plus que 90%. Et ces modèles sont de plus en plus capables de coder et de programmer. Et ça arrive à une cadence exceptionnelle. Donc, chaque quelques semaines, on a un nouveau modèle. Et donc, c'est cette cadence qui m'excite le plus parce que je pense dans quelques années, on va pouvoir résoudre beaucoup de problèmes en médecine. Et qu'est-ce qui vous inquiète le plus à l'inverse, donc? Donc, c'est sûr que la cadence de l'innovation avec elle, je crains que beaucoup de gens vont avoir accès à ces modèles-là pour, par exemple, développer des applications logicielles. Et parfois, certaines personnes vont couper les coins ronds et pas, par exemple, s'assurer de l'intégrité des données, surtout si on parle de données de patients qui doivent être confidentielles. J'ai une troisième question ici de Hudson Nakamura du Brésil. Pensez-vous qu'un robot pourra faire le pelage de la membrane périnétinienne dans l'avenir proche? Je vous demande cette question en tant que spécialiste de la rétine. Nous avons déjà l'imagerie 3D, l'OCT, et pour cela, l'IA peut nous aider toujours. C'est sûr que c'est possible. Aujourd'hui, euh, la robotique en chirurgie de rétine, les gens commencent à l'évaluer pour l'administration de médicaments sous la rétine, surtout pour injecter, par exemple, la thérapie génique qui coûte très, très cher. Mais pour les chirurgies très communes qu'on est capable de faire en tant qu'humain sans problème, peler une membrane épirétinienne, je ne vois pas le point d'investir pour faire ça. D'accord. Un grand merci. Merci Et beaucoup. s'il y a d'autres questions, Dr. Anteki doit nous quitter sous peu. Donc, Faris, un grand merci encore, une excellente présentation. On a hâte de vous retrouver à Montréal en juin. Merci. Rejoindre le CHUM. Merci à vous. Merci. Alors, maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Dr. Anne Xuan Lan Nguyen. Dr. Nguyen est médecin résidente en ophtalmologie et sciences de la vision à l'Université de Toronto dans la branche chirurgien scientifique. Elle poursuit un PhD en médecine moléculaire et cellulaire à l'Université d'Oxford en tant que boursière Rhodes. D'ailleurs, elle est à Oxford ce soir et elle a la gentillesse de présenter malgré l'heure tardive. Elle est également présidente actuelle du Conseil canadien des médecins résidents en ophtalmologie et vient de terminer son mandat comme représentante des résidents au comité CRP. Sa présentation ce soir s'intitule Résidence en ophtalmologie, le Conseil canadien des résidents en ophtalmologie au travail pour les résidents au Canada. Bienvenue, Dr. Nguyen. Merci beaucoup, Dr. Daguerre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, encore une fois, merci de me donner la parole aujourd'hui. Donc, je m'appelle Anne Xuan Nguyen et je suis la présidente du Conseil des résidents canadiens en ophtalmologie, le CCOR, et également résidente à Toronto. Donc, je n'ai aucune divulgation financière pertinente à déclarer. Donc, au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter une perspective nationale de la formation en ophtalmologie au Canada. Et avant de commencer, j'aimerais partir ce sondage qui peut nous aider à mieux comprendre pourquoi c'est important la résidence en ophtalmologie et l'aspect de coordination nationale. Donc, est-ce que vous pensez que c'est l'exposition aux compétences chirurgicales et l'apprentissage expérientiel, le développement du leadership et de la représentation, la formation à la recherche et la collaboration, ou bien la transition vers la pratique et la planification des stages de recherche, ou finalement la formation des résidentes et résidents et le développement du curriculum? Peut-être on peut montrer les résultats dans quelques secondes. Parfait. Donc, on voit que les réponses sont assez réparties avec une importance accordée au développement du leadership et de la représentation et également la formation des résidents
les résidentes et du développement du curriculum. Donc, on va passer à la prochaine diapositive. Donc, voici ce que je vais couvrir aujourd'hui. Le rôle du CICOR, les changements survenus au cours des dernières années et l'orientation future de la formation en résidence en ophtalmologie. Donc, le CICOR agit comme la voix nationale des résidents canadiens en ophtalmo. Nous soutenons la transition de la résidence vers la pratique, assurons un lien durable avec la Société canadienne d'ophtalmologie, favorisons le développement précoce du leadership et abordons les défis communs vécus par les résidents à l'échelle du pays. Donc, l'un des changements les plus marquants lors des 5 dernières années est en fait la professionnalisation et la pérennité du CICOR en tant qu'organisation nationale. Donc, voici un survol en 2021. Donc, on disposait d'une structure exécutive relativement restreinte. Et maintenant, en 2025, nous avons élargi cette structure pour inclure des portefeuilles exécutifs dédiés à l'éducation, à la recherche, aux communications, à la défense des intérêts, ainsi qu'au fellowship et la transition vers la pratique, ce qui reflète la complexité croissante des besoins des résidents. Donc, cette croissance est accompagnée d'un fort engagement dont on est très fier. Et en fait, en 2024, 15 candidats se sont présentés pour 9 postes exécutifs élus. Et en 2025, 17 candidats pour 11 postes. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'intérêt des résidents. Et c'est pour ce que l'année dernière, nous avons mis en place les sous-comités formels. Donc, n'importe quel résident au Canada peut s'y impliquer. Et cette année, on a 36 résidents qui s'y impliquent régulièrement dans nos différents portfolios. Et ça permet en fait de favoriser la continuité d'une année à l'autre également. On a aussi renforcé nos canaux de communication nationaux via la refonte de notre site web, la mise en place d'un bulletin régulier destiné aux résidents et une présence active sur les médias sociaux. Et collectivement, ces changements ont permis de faire évoluer le CICOR d'un petit groupe de bénévoles vers une organisation nationale stable, représentative et tournée vers l'avenir. Donc, ici, je vais vous montrer quelques initiatives clés du CICOR. Et la première est le Symposium des jeunes ophtalmologistes qui a lieu chaque année lors du congrès annuel de la SCO. Donc, c'est une occasion nationale de permettre aux résidents et aux ophtalmologistes en début de carrière de se réunir, d'échanger et de participer à des discussions ciblées sur le développement de carrière et la transition vers la pratique. C'est un symposium qui contribue également de manière importante à la création d'une communauté nationale, tant par l'événement lui-même que par les activités sociales destinées aux résidents organisées par le CICOR tout au long du congrès. La deuxième initiative est celle des cours de transfert de compétences. C'est axé sur le développement pratique des compétences chirurgicales en dehors de la formation clinique habituelle. Et on a hâte de vous présenter un laboratoire pratique en MIGS pour 2026. Et finalement, on a un symposium des étudiants en médecine en place depuis 2023 et c'est une belle initiative de mentorat dirigée par les résidents et ça aide à favoriser une exposition précoce à l'ophtalmologie et à renforcer le bassin de candidats à la résidence. Donc, la période de transition après la résidence, ça, c'est un moment des plus incertains pour les résidents. Donc, c'est pour ça que nous avons un portfolio dédié à cela. Et on s'est concentré sur le développement de ressources pratiques pour aider les résidents à prendre ces décisions avec plus de clarté et de confiance. Donc, le premier est en fait un répertoire national des fellowships, accompagné d'un guide des fellowships accessible sur le centre de ressources de pratique de la SCO. Et deuxièmement, on offre aussi des panels enregistrés sur la transition vers la pratique et les sous-spécialités. Et ça permet aux résidents d'accéder à ces conseils sur demande, peu importe le lieu ou leur horaire. Et finalement, on soutient aussi une formation plus structurée sur les aspects financiers et organisationnels de la pratique, notamment via des webinaires sur l'incorporation, l'investissement et la prise de décisions financières à des moments clés de la transition professionnelle. La reconnaissance de l'excellence constitue aussi un élément essentiel du soutien à l'engagement et au développement des résidents à l'échelle nationale. Donc, nous sommes vraiment heureux de collaborer avec des organisations partenaires pour offrir des prix nationaux soulignant le leadership, la recherche et le service, notamment en partenariat avec la Fondation de la SCO, la Fondation de la maladie de l'œil et Orbis.
Et désormais, on offre 10 bourses pour les étudiants en médecine, 6 prix pour les résidents et un prix de conférencier national à chaque année. D'un point de vue d'impliquer les résidents en termes des grands enjeux de la profession, nous sommes encore une fois très fiers de collaborer avec la SCO et nous avons un nouveau poste de directeur des grands enjeux élu au sein du CICOR et qui siège dans le comité de la SCO. Nous avons également créé un sous-comité CICOR des femmes en ophtalmologie dû à une grande demande de la part des résidents et résidentes. Certains de nos résidents ont également participé directement à des activités de advocacy, justement par leur représentation lors de la journée de la SCO sur la colline du Parlement. Et ça offre une exposition concrète aux enjeux fédéraux. Et enfin, les résidents à travers le pays ont contribué à des efforts de défense des intérêts coordonnés et alignés avec les positions de la SCO, notamment reliés à l'élargissement du champ de pratique de l'optométrie à travers le pays, notamment en Ontario et en Alberta, et aussi avec le projet de loi 2 au Québec. Donc, j'aimerais vous poser une dernière question de sondage qu'on peut déjà démarrer. En regardant vers l'avenir, sur quels aspects les efforts nationaux en résidence devraient-ils se concentrer en priorité? Donc, vos réponses sont extrêmement utiles pour orienter les priorités futures du CICOR. Et peut-être dans quelques secondes, on peut déjà montrer les résultats. Super. Donc, on voit qu'il y a une majorité qui disent les enjeux liés à la main-d'œuvre et au marché de l'emploi, qui est effectivement l'une des préoccupations principales des résidents. Et c'est pour ça que notre dossier qui était initialement juste sur les fellowships, maintenant c'est aussi fellowship et transition sur la pratique, est ultra importante, mais également les autres points sont également dans nos priorités. Donc, merci pour avoir participé. Et maintenant, en résumé, la résidence en ophtalmologie bénéficie grandement de la collaboration nationale et en fait, je pense que c'est l'une des forces du Canada. Et au cours des 5 dernières années, le CICOR est devenu une organisation de résidents durable. Notre programmation cible des écarts réels entre la formation et la pratique. Et enfin, une collaboration continue entre la SCO et le CICOR est essentielle afin d'assurer la formation en résidence évolue en parallèle avec la profession. Et j'aimerais finalement conclure par remercier toute l'équipe du CICOR de 2025 et 2026 que vous voyez ici. Également notre agent de liaison, Dr Samir Jabour, tout le conseil d'administration de la SCO et évidemment surtout l'équipe de la SCO, en particulier Kim et Monica, et finalement l'ensemble des résidents et résidentes en ophtalmologie au Canada. Donc, merci beaucoup. Merci, Dr. Wynne, pour cette excellente présentation. Et j'aimerais vous dire à quel point tout le conseil d'administration de la SCO est vraiment fier et impressionné par votre travail remarquable. Et votre conseil a tellement grandi et s'est développé de façon exponentielle à travers les années. Donc vraiment, vous devez en être fier. Merci pour tout le beau travail. On a 2 questions pour vous ici. Alors, premièrement, comment peut-on s'assurer que le leadership au sein du Conseil canadien des résidents se poursuit sans interruption avec les années? Merci pour la question. Donc, dans notre structure, on a la position de vice-président et président. Donc, vice-président la première année qui assure automatiquement la présidence, c'est qui assure une continuité. Et on s'est en fait basé sur le modèle de la SCO. On a créé cette année la position de Direct Past President. Et donc, ça assure encore plus de continuité. Évidemment, avec nos sous-comités également, ça aide. Très bien. Deuxième question, et comment le corps professoral peut-il soutenir votre conseil? Oui, donc on est très chanceux d'avoir beaucoup d'ophtalmologistes qui s'impliquent déjà dans le CICOR, que ce soit via le mentorat directement de résidents, la participation à nos webinaires, la contribution pendant nos événements en personne au congrès de la SCO. Donc vraiment, nous, c'est
ça nous fait toujours plaisir d'avoir plus de mentors, plus de conférenciers et aussi juste les ophtalmologistes qui sont directement reliés dans l'éducation des programmes de résidence et de laisser leurs résidents participer dans les initiatives de CICOR et le congrès de la SCO, ça ferait une grande différence pour nous. Très bien. Un grand merci, Dr. Wynne. Merci. Au revoir. C'est avec plaisir maintenant que nous accueillons Stéphanie Nou, qui va nous parler du programme de mentorat axé sur l'équité de la Société canadienne d'ophtalmologie. Stéphanie travaille depuis plus de 3 ans dans le secteur sans but lucratif, où elle soutient des initiatives de formation et de développement professionnel en santé. Elle fait actuellement une maîtrise en éducation des professions de la santé et s'intéresse depuis longtemps à promouvoir l'équité et l'accès à l'éducation. Elle est vraiment enthousiaste à l'idée de contribuer à rendre l'ophtalmologie plus inclusive et équitable. Et ce soir, elle va nous montrer comment le programme soutient les stagiaires, les résidents, les fellows et favorise l'équité. Bienvenue, Stéphanie. Merci, Dr. Dagher, pour l'introduction et bonsoir à tous. Merci de votre participation au forum de la SCO. Je m'appelle Stéphanie, je suis la coordinatrice du développement professionnel continu à la Société canadienne d'ophtalmologie. Et je suis ravie de vous présenter notre programme de mentorat axé sur l'équité. J'ai aucun intérêt financier personnel à divulguer, mais je déclare être employée par la Société canadienne d'ophtalmologie et que le programme présenté bénéficie de l'appui de gestion financière MD pour les 3 prochaines années. Voici l'équipe derrière le programme. Je souhaite remercier notre comité pour son travail remarquable, ainsi que Kate Lim, le Dr. Bondoc, le Dr. Pereira et la Dr. Karani pour leur collaboration, et les Dr. Law, Mishra et Abu Baker pour leur précieux mentorat. Alors, nous allons poser au public la même question que nous avions posée aux mentors lors de leur candidature pour participer au programme. Nous voulons savoir si, dans votre parcours en ophtalmologie, vous avez côtoyé des mentors du domaine qui représentaient votre identité. Je laisse quelques instants pour répondre. Et je pense que nous pouvons maintenant consulter les réponses. OK, alors la plupart de vous a dit que vous êtes en accord avec ça. Alors, merci d'avoir pris le temps de répondre. D'accord. OK, maintenant que nous indiquons les données probantes sur la nécessité pour notre communauté canadienne de l'ophtalmologie de se concentrer sur des mesures en amont et orientées vers l'avenir. Une étude par Lee et ses collègues a examiné la perception de l'ophtalmologie chez 135 étudiants en médecine au Canada, parce que 80% n'avaient jamais été exposés à la spécialité et les perceptions étaient plus positives chez ceux déjà intéressés ou ayant un proche dans le domaine. L'exposition, la représentation et des espaces accueillants semblent donc essentiels pour susciter l'intérêt à long terme. Quel est l'objectif ultime? L'objectif ultime est de bâtir une communauté canadienne de l'ophtalmologie dont la diversité est représentative des patients que vous servons. De nombreuses données probantes démontrent que la concordance entre le fournisseur et le patient est associée à un meilleur accès aux soins, à une meilleure adhésion thérapeutique, à une plus grande compétence culturelle, à une relation thérapeutique fondée sur la confiance, à une satisfaction accrue des patients et à une communication améliorée. Il est aussi important de se rappeler que la diversité et la représentation renforcent l'ensemble de la communauté canadienne de l'ophtalmologie. La recherche montre clairement qu'il existe un véritable impératif éthique à corriger certaines inégalités historiques en médecine. Mais au-delà de cet aspect, la diversité apporte aussi des bénéfices très concrets. Des équipes plus diversifiées prennent des meilleures décisions, s'adaptent mieux à des situations cliniques complexes et développent des solides capacités de résolution de problèmes. On exerce
également que des milieux plus inclusifs favorisent la satisfaction professionnelle, la rétention et le recrutement des cliniciens. Voir de la diversité au sein d'une spécialité donne envie à un plus grand nombre de personnes de s'y projeter. Enfin, dans les sous-spécialités, la diversité contribue à enrichir la recherche et à stimuler l'innovation clinique, ce qui mène à des avancées concrètes et à une meilleure prise en compte des patients et des populations sous-représentées. En quoi consiste le programme de mentorat axé sur l'équité? Concrètement, le programme vise à créer des binômes de mentorat où des étudiants issus des groupes sous-représentés sont jumelés à des mentors avec qui ils partagent certaines expériences. Et pourquoi ce programme? Tout simplement pour réduire les obstacles auxquels font face les étudiants en médecine qui s'intéressent à l'ophtalmologie, améliorer la représentation, soutenir leurs objectifs scolaires et professionnels et favoriser la curiosité avec la spécialité. Actuellement, le programme compte des mentorés qui sont des étudiants en médecine de première et deuxième année qui viennent des groupes sous-représentés. Du côté des mentors, ils viennent d'horizons variés et internationaux. Il peut s'agir des résidents, de boursiers ou d'ophtalmologistes qui sont basés au Canada ou qui ont fait une partie de leur formation médicale ici. Pour cette première édition, nous avons suivi le calendrier présenté à l'écran. Alors, en septembre et en octobre, nous avons recruté les mentorés et les mentors. En novembre, nous avons finalisé les premiers jumelages et les avons partagés par courriel. Les binômes avaient jusqu'à décembre pour remettre leur contrat définissant leur objectif de mentorat. Et au cours de l'année, chaque binôme consacre au moins 3 heures au mentorat officiel. Nous organiserons aussi 2 cercles de représentation sous forme des panels ou de discussions sur l'équité, la diversité, l'inclusion et le mentorat. En juin, une activité facultative en personne permettra de rassembler les mentors et les mentorés et le programme se conclura en juillet pour une collecte de rétroaction pour préparer la prochaine phase de recrutement. Au moment de leur candidature, les mentorés ont eu accès à des biographies anonymisées des mentors et ont précisé leurs préférences de jumelage selon leur objectif universitaire ou le classement des 5 mentors favoris. Pour ce programme pilote, nous avons priorisé les étudiants de deuxième année, les étudiants noirs ou autochtones et ceux sans accès à un département d'ophtalmologie dans leur université. La structure et le jumelage de ce programme s'inspirent d'un mentorat axé sur la diversité à l'Université de Toronto. Un article de 2001 sur la rétroaction post-programme suggérait que cette approche favorisait une expérience positive grâce à l'accessibilité, la diversité, la clarté des attentes, l'orientation professionnelle et l'exposition à des nouvelles perspectives et à une communauté partagée. Je vais maintenant vous présenter le progrès du programme à ce jour. Alors, à l'heure actuelle, 50 binômes mentors-mentorés ont été formés avec succès. Tous les candidats mentorés de deuxième année ont été jumelés à un mentor. Toutes les personnes s'identifient comme noires, autochtones ou n'ayant pas d'accès à un département d'ophtalmologie dans leur établissement d'origine ont été jumelés avec le mentor de premier choix. Il reste 18 mentorés pour lesquels nous cherchons toujours un mentor. Le succès du programme repose sur 45 mentors, majoritairement les résidents et ophtalmologistes qui viennent du centre universitaire. Alors, ce graphique montre la diversité de nos mentors et les identités qu'ils ont choisies pour se présenter. Beaucoup d'entre eux s'identifient comme personnes de couleur, immigrants de première génération, femmes, parents ou proches aidants, ou encore comme ayant vécu des difficultés financières. Et parmi les mentorés, 30 étaient en deuxième année et 47 en première année. 54% des mentorés ayant participé au programme ont indiqué qu'ils avaient l'intention de présenter une demande en ophtalmologie et qu'ils envisageaient sérieusement cette spécialité comme voie professionnelle.
Et voici quelques des identités sous-représentées de nos mentorés. Beaucoup se rejoignent avec celles de nos mentors. On remarque aussi que plus des mentorés s'identifient comme moi, première de leur famille à fréquenter l'université ou appartenant à une orientation sexuelle minoritaire que chez les mentors. Alors, ces deux diapositives comparent directement les réponses du mentoré et des mentors à la question « J'ai accès à un mentorat axé sur l'équité en ophtalmologie ». On remarque que peu des mentorés sont en accord et que la tendance générale, pour tout, penche plutôt vers le neutre ou le négatif. Cette question portait sur l'exposition à un mentorat représentatif de l'identité des participants. Les mentors ont donné des réponses plutôt positives, tandis que presque 80% des mentorés ont exprimé leur désaccord, ce qui montre l'importance de continuer à améliorer l'accès au mentorat. Alors, ça c'est notre prochaine étape. Nos prochaines étapes sont de recruter des mentors pour jubiler les 18 mentorés restants, mobiliser des ressources, organiser les cercles de représentation et l'activité de rapprochement, et rendre la prochaine édition entièrement accessible en français. Nous voulons aussi établir un processus de rétroaction pour améliorer le programme. Merci beaucoup de nous avoir donné l'occasion de vous présenter cette initiative. Nous sommes toujours à la recherche de mentors. Alors, si vous avez du temps et de l'intérêt pour le mentorat, le code QR sur la diapositive vous mènera directement au formulaire d'inscription. Et merci. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette belle initiative. Nous avons une question pour vous. Quels sont, selon vous, les critères de réussite de ce programme de mentorat axé sur l'équité pour cette année et pour les années à venir? On mesure le succès du programme par la satisfaction de nos mentors, les retours positifs de nos mentorés, la croissance du programme en nombre de participants et surtout par la création des relations significatives qui vont au-delà du mentorat prévu. Merci beaucoup. Merci. On passe à la prochaine conférence. C'est avec grand plaisir que nous accueillons maintenant Elizabeth Fowler, PDG de la Société canadienne d'ophtalmologie. Liz a travaillé dans le secteur à but non lucratif et dans l'industrie pharmaceutique. Elle s'est beaucoup investie dans la sensibilisation des patients, la recherche et l'élaboration de politiques. Elle a collaboré avec des organisations comme World Health Advocacy, l'Institut de développement et de la santé des enfants et des adolescents des IRSC et la Fondation canadienne du Rhin. Elle a aussi fait partie de l'équipe de la Société canadienne d'ophtalmologie qui a contribué au projet de loi C-284, un pas important vers une stratégie nationale sur les soins oculaires au Canada. Ce soir, Liz va nous parler de la représentation en action, revue de l'année et projets à venir en 2026. Merci et bienvenue, Liz. Merci beaucoup, Dr. Jagger, et merci à vous tous d'être venus ce soir. Je n'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation ce soir. Alors, je vais commencer pour vous montrer la déclaration de plaidoyer de la Société canadienne d'ophtalmologie. Vous pouvez le lire ici, mais en sommaire, notre mission souligne l'importance d'une action collective et de coopérer avec nos partenaires pour préserver le don précieux de la vue pour l'ensemble de la population canadienne. Et pourquoi la représentation est-elle importante? C'est important d'éduquer et sensibiliser non seulement nos membres de toutes nos activités, mais sûrement la public et les gouvernements sur l'importance de l'ophtalmologie et qui sont les ophtalmologues. Et on a aussi besoin de défendre les politiques et essayer d'avoir une influence sur la législation qui concerne les yeux. Et c'est aussi important de participer dans la communauté des autres partenaires dans le domaine de la santé oculaire.
On a besoin de mobiliser des ressources, non seulement les ressources financières, mais aussi les ressources humaines, et défendre les intérêts des patients. Dr. Dagger a déjà parlé du site web Voir les possibilités. C'est une excellente ressource qui donne aux patients beaucoup d'informations excellentes sur les yeux et les 5 grandes conditions pour les yeux. Alors, on va passer maintenant à un sondage, notre premier sondage, et je vous invite de participer parce que vos réponses vont aider la Société canadienne d'ophtalmologie pour trouver leurs priorités pour maintenant et le futur. Alors, lequel de ces enjeux est le plus important à vos yeux à point de vue de la représentation? Est-ce que c'est le projet de loi C-284? Est-ce que c'est l'élargissement du champ d'exercice de l'optométrie? Est-ce que c'est la chirurgie de la cataracte réalisée par rapport au privé? Ou est-ce que c'est autre? Puis si c'est quelque chose d'autre, s'il vous plaît, puis-vous préciser votre réponse dans la zone de clavardage de Zoom? Alors, je vous donne un couple de secondes pour répondre. Est-ce qu'on peut voir les réponses? Alors, comme dans le forum anglais, c'est l'élargissement du champ de l'exercice dans l'optométrie qui est le plus important. Et c'est sûr qu'on fait beaucoup d'activités concernant cet enjeu. Alors, pour la prochaine diapo. Alors, la représentation, ça demeure un pilier stratégique très important pour la société. Et tout le long de 2025, on a travaillé très fort. Et vous pouvez voir quelques de nos activités et je vais parler un petit peu plus de chacun. Alors, le projet de loi C-284 a reçu approbation dans le Sénat en novembre 2024. Après ce temps-là, on a commencé de travailler avec les partenaires pour créer un rapport qui produisait des recommandations pour le gouvernement. Alors, vous pouvez voir les noms de nos partenaires sur cette diapo ici. Et les recommandations sont regroupées entre 5 thèmes clés. Alors, l'accès équitable, le système de soins intégrés, la sensibilisation et l'éducation, recherche et données et la mise en œuvre de la stratégie. Alors, on a envoyé ce rapport au Santé Canada en commun avec nos partenaires, mais en même temps, on a aussi envoyé des rapports au gouvernement sur le projet de loi avec des recommandations qui sont spécifiques pour l'ophtalmologie. On a rencontré les représentants Santé Canada plusieurs fois, ainsi que la députée fédérale Judy Sgro. Judy Sgro est l'auteur du projet de loi et elle continue d'être une bonne partenaire pour nous et elle continue de développer des relations avec elle. Alors, à part de ça, à part le projet de loi C-284, on a eu 23 réunions avec des députés fédéraux en 2025. En 2024, c'était beaucoup moins. Alors, on essaie de continuer cette momentum en 2026 et on aimerait rencontrer beaucoup plus de personnes dans le gouvernement fédéral. Alors, un de nos objectifs clés, c'est simplement de nous introduire puis leur expliquer le rôle clé des ophtalmologistes. Ça nous surprend toujours combien de personnes ne connaissent pas la différence entre les ophtalmologistes et les optométristes. Alors ça, c'est un de nos buts, objectifs clés. On leur demande aussi s'ils peuvent créer le Bureau national de la santé oculaire et aussi explorer l'intégration et l'utilisation de l'intelligence artificielle en santé oculaire. Ce gouvernement est très intéressé dans l'intelligence artificielle. Alors, c'est une autre façon, une autre route pour avoir un dialogue avec le gouvernement. En ce qui concerne l'élargissement du champ d'exercice de l'optométrie, c'est sûr que c'est quelque chose on passe beaucoup d'efforts. Et il y a 2 demandes actives pour l'élargissement du champ d'exercice, un à Ontario, puis une autre en Alberta. En Alberta, ils ont approuvé en principe l'élargissement du champ et
Ce qui ça veut dire, c'est rien n'est approuvé. C'est le gouvernement en Alberta a donné l'opportunité aux optométristes de refaire leurs recommandations avec un élargissement sur la section d'entraînement. On a parlé plusieurs fois avec le gouvernement en Alberta. Il nous rassure que rien n'a été approuvé en ce moment. Alors, ça nous donne un petit peu de temps de continuer la discussion avec le gouvernement. Mais dans le plan stratégique pour l'Association canadienne des optométristes, un de leurs stratégies clés, c'est d'avoir un élargissement du champ d'exercice dans chacun des provinces tout autour du Canada. Alors, s'il n'y a pas une demande en ce moment, c'est sûr que dans les prochaines années, il y aura une. Alors, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, pas fort, puis on priorise toujours la sécurité des patients. Les messages clés sont que l'élargissement compromet la sécurité, ça compromet la qualité des soins et la confiance du public. Dans les États-Unis, il y a plusieurs États qui ont déjà l'élargissement du champ et les données probantes qui proviennent des États-Unis démontrent qu'il n'y a aucune amélioration dans l'accès. En effet, il y a une augmentation du nombre d'interventions, les coûts sont élevés et il y a une élévation des complications. Alors, il y a des véritables solutions à l'accès qui existent. Puis cela, c'est la formation d'un plus grand nombre de médecins, des renforcements de modèles de soins collaboratifs et interprofessionnels. Alors, ça nous mène à notre deuxième sondage, puis ça, c'est un sondage qui regarde dans le futur. Alors, quels sont les enjeux les plus importants sur lesquels le SCO devrait se concentrer dans cette année et les années prochaines? Alors, de votre avis, est-ce que c'est la définition d'une intégration appropriée de l'IA? Est-ce que c'est l'élargissement du champ d'exercice et ses répercussions? Est-ce que c'est la mise sur pied du parcours de soins interprofessionnels, la création des documents éducatifs à l'intention du public et décideurs politiques, ou est-ce que c'est plaider auprès des provinces pour l'augmentation du financement des programmes de résidence? Alors, si vous pouvez voter, s'il vous plaît. Dans un couple de secondes. Et est-ce qu'on peut voir les résultats, s'il vous plaît? Alors, 41%, c'est l'élargissement du champ d'exercice et ses répercussions avec tous les autres un petit peu disparus. Merci beaucoup, ça nous aide beaucoup. Alors, avec cela, ça c'est la fin de mon présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Liz. Nous allons maintenant répondre à quelques questions. Alors, il y a une question ici pour vous. D'après votre expérience en matière de représentation, quel changement de mentalité ou quelles compétences en leadership les ophtalmologistes pourraient-ils développer pour mieux défendre les intérêts des patients et de la profession? Je pense que probablement c'est un esprit proactif parce que je trouve que on est souvent un petit peu réactif. On entend qu'il y a un élargissement du champ, puis alors on a besoin de faire beaucoup de travail pour nous introduire aux membres du Parlement, puis expliquer les raisons pour lesquelles c'est pas une bonne idée. Mais les optométristes, ça fait des années qu'ils font de la représentation. Alors, si je peux faire une suggestion, c'est simplement essayer de parler avec vos membres parlementaires une fois par année. Simplement introduire, vous présenter comme une partenaire et quelqu'un qui peut offrir des solutions et comme quelqu'un qui est expert dans la vue. Et vraiment, je pense que ça va nous aider, ça va vous aider et ça va aider vos patients aussi. Merci beaucoup, Liz. Merci aussi. Alors, ça me donne du plaisir maintenant de vous introduire Dr. Daguerre comme notre dernière panéliste ce soir. Alors, vous allez les présenter en mettant en lumière le congrès annuel 2026 de la SCU ainsi que plusieurs nouveautés, dont tout le premier festival du film.
La Dr Dagger siège au conseil d'administration de la SCO depuis 2012 et a présidé le comité de planification du congrès annuel par le passé. Elle est chef du département d'ophtalmologie du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, professeure adjointe aussi à l'Université de McGill et présidente de la SCO. Son expertise couvre la cornée et la chirurgie réfractive et elle contribue au rayonnement de la discipline tant par la recherche que par la pratique clinique. Merci beaucoup, Dr. Dagger, pour tout ce que vous faites pour nous. La parole est maintenant à vous. Merci beaucoup, Liz. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêts. On est vraiment ravis d'être de retour à Montréal cette année pour le congrès annuel. C'est une ville vivante, créative et résolument tournée vers l'innovation. Donc ce congrès, c'est avant tout un moment pour se retrouver, échanger et partager ensemble ce qui se fait mieux en ophtalmologie. Avant de passer aux faits saillants, un petit mot sur l'histoire du congrès. Depuis plus de 88 ans, c'est un rendez-vous incontournable pour la formation et la collaboration entre ophtalmologistes. Ça a été lancé en 1937. Le congrès a évolué, intégrant les technologies émergentes et le transfert de compétences. On est passé de 300 à plus de 1500 participants, toujours à la pointe de l'innovation. Chaque année, on prend aussi le temps d'écouter nos membres pour s'assurer que le programme répond vraiment à vos attentes et à vos besoins. Quelques chiffres clés pour cette année. On aura plus de 1500 participants qui sont attendus, plus de 60 séances au programme, 21 conférenciers de renommée internationale et plus de 300 conférenciers invités. Et bien sûr, de nombreuses occasions de réseautage pour échanger et créer des connexions. Le congrès annuel de la Société canadienne d'ophtalmologie est une activité d'apprentissage collectif du programme de maintien de compétences du Collège Royal. Donc, une question pour vous. Quels sont les crédits que vous pouvez obtenir? Est-ce que c'est juste des sections 1, section 2, section 3, section 1 et 3 ou section 1, 2 et 3? Je vous donne le temps de répondre. Et on peut afficher les résultats. Parfait. Donc, la majorité a bien répondu. Effectivement, le congrès offre des crédits de section 1, 2 et 3. Section 1, c'est les crédits pour l'apprentissage de groupe en participant au congrès et aux séances. Section 2, c'est les crédits pour l'apprentissage individuel. C'est vraiment les affiches, les posters. Et section 3, c'est les crédits pour la participation au programme d'auto-évaluation, les SAP, ou aux formations basées sur la simulation, les STC dont je vais vous parler. Prochaine diapo. C'est un peu plus avancé. OK. Alors, je vais prendre un instant pour vraiment souligner le travail incroyable du comité de planification du congrès annuel. C'est une équipe formidable de bénévoles passionnés qui se donnent à fond, année après année, pour nous offrir un congrès scientifique de grande qualité. Et tout ça se fait avec le soutien de toute l'équipe de la Société canadienne d'ophtalmologie. Comme vous pouvez le constater, toutes les surspécialités de l'ophtalmologie sont représentées et bien d'autres aussi. Alors, les responsables de séance et les présidents de surspécialités définissent les objectifs d'apprentissage de leur séance selon le sondage annuel. Ensuite, ils invitent les conférenciers internationaux et locaux et les accompagnent pour leurs présentations. Que les présentations soient claires, équilibrées et basées sur des données probantes. La planification de ce congrès annuel commence 1 an à l'avance. Le développement créatif débute en été. L'appel à résumés part en septembre et l'évaluation a lieu à l'automne et les résumés finaux vont servir à planifier les sessions et c'est fait dès janvier. Donc maintenant déjà, les séances sont pas mal remplies. Chaque année, on accueille environ 20 conférenciers principaux. Ce sont des leaders de renommée internationale.
Ils interviennent dans les séances de notions courantes les matins et ensuite dans celles de surspécialité. Cette année aussi, on lance quelque chose de nouveau, le Festival du film. C'est pour célébrer l'innovation, la créativité et l'excellence dans notre communauté. Ce festival va mettre en lumière des techniques révolutionnaires, des moments pédagogiques marquants et aussi le talent exceptionnel de nos cliniciens, de nos chirurgiens résidents et fellows. Cette année, nous avons reçu 31 soumissions vidéo remarquables, des films qui inspirent et qui font progresser notre pratique. Et autre nouveauté excitante, le symposium de la Société canadienne d'ophtalmologie en français. Donc, comme vous savez, Montréal, c'est une ville bilingue, riche en culture. Il nous semblait naturel de créer un espace où nos collègues francophones peuvent partager et échanger en français. Ce n'est pas juste une traduction, c'est vraiment créer de nouvelles voies et de nouvelles perspectives. On espère que ça deviendra un rendez-vous incontournable pour célébrer le bilinguisme des soins oculaires au Canada. Nous aurons plusieurs cours de transfert de compétences en cataracte, cornée, glaucome, neuro-ophtalmologie et oculoplastie. Les STC sont des sessions très populaires au congrès. Il faut s'y inscrire à l'avance. C'est aussi le cas pour les programmes d'auto-évaluation. Ça se remplit rapidement. Et comme mentionné par Dr. Wynne, nous aurons aussi le symposium pour les jeunes ophtalmologistes et résidents et le symposium des étudiants en médecine. Et cette année, parmi les programmes d'auto-apprentissage, on a l'ergonomie, les maladies oculaires héréditaires, l'oncologie oculaire, la chirurgie réfractive, la santé oculaire mondiale et le développement durable. Alors pourquoi venir au congrès cette année? C'est pour rencontrer les experts et innovateurs dans notre domaine. Ça permet aussi de découvrir les nouvelles avancées qui améliorent notre pratique et qui vont bénéficier à nos patients. Et bien sûr, c'est de réseauter avec vos pairs et les leaders de l'industrie dans un cadre qui est vraiment idéal. En conclusion, le congrès de cette année est une occasion unique de formation continue. On a hâte au Festival du film et au symposium francophone. Donc, inscrivez-vous, participez activement et profitez pleinement de votre adhésion à la Société canadienne d'ophtalmologie. Je vous remercie pour votre attention et au plaisir de vous retrouver à Montréal. Merci beaucoup, Dr. Dagger. On a un couple de questions. Une, c'est je suis membre de l'Académie nationale de chirurgie France. J'aimerais participer. Avec plaisir. Vous pouvez participer. Nous sommes bien ouverts à tout participant. Donc, vous êtes la bienvenue. Et la deuxième question, c'est quelle a été l'étincelle à l'origine du Festival du film et des séances en français et vers quoi souhaitez-vous voir évoluer? D'accord. Bon, pour le Festival du film, ça a été créé pour partager des vidéos chirurgicales et cliniques de façon dynamique. On a fait en sorte aussi que ce soit un concours, comme une compétition, et nous allons avoir des gagnants. À l'avenir, nous espérons voir ce festival du film grandir, inspirer de collaboration et donner aux participants des idées concrètes à appliquer dans leur pratique. Et bien sûr, pour le symposium francophone, le Canada, c'est un pays bilingue. C'est important que les deux langues soient reconnues et célébrées. Donc, c'était vraiment essentiel d'avoir un symposium francophone, surtout dans la belle ville de Montréal. Beaucoup, Dr. Dagger. Merci à vous. Donc, ça nous amène à la fin de notre séance. Merci à nos conférenciers d'avoir partagé leur travail, leur passion. Nous avons découvert beaucoup d'innovations, beaucoup d'avancées passionnantes dans notre domaine. Avant de conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais vraiment vous remercier pour avoir été des nôtres ce soir. Je tiens à remercier tout particulièrement Roche pour son soutien au forum grâce à sa subvention à éducation sans restriction. Si vous avez d'autres questions ou souhaitez en savoir plus ou participer à la Société canadienne d'ophtalmologie,
N'hésitez pas à contacter un membre de la société en écrivant. On est tous très accueillants et on aimerait bien entendre vos idées, vos suggestions et tous commentaires que vous avez. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci.